Des médecins payés par des laboratoires pharmaceutiques, des hôpitaux financés par de gros industriels. Les liens dans le milieu de la santé sont toujours aussi obscurs et controversés. Alors pour y voir plus clair, un collectif d'une trentaine de journalistes a enquêté, passé au crible des milliers de données. Et l'un de ces enquêteurs est avec nous ce soir. Bonsoir Daniel Rosenweg. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Parisien, chargé de l'économie de la santé. Vous avez épluché les avantages, les rémunérations qui ont été versées aux 32 CHU français et à leurs médecins. Premier enseignement, Daniel Rosenweg, les médecins des hôpitaux publics n'échappent pas à la règle. Malgré l'image de probité qu'on peut avoir d'eux, eh bien, ils sont largement sous influence, eux aussi. Alors, c'est un peu la question qui se pose. Sont-ils vraiment sous influence? Eux disent que non, bien évidemment. Mais le collectif, qui est constitué d'un certain nombre de quotidiens régionaux, qui s'appelle Data Local, a d'abord aspiré les données du système de la base de données Transparence Santé. Il les a analysées, il en a évacué, parce que ce système-là, cette base de données n'est pas parfaite, on va dire ça comme ça. Et effectivement, on a constaté qu'il y avait eu 170 millions d'euros qui avaient été versés en 2018 à l'ensemble des CHU, puisqu'on a circonscrit les recherches aux CHU, c'est-à-dire à tous les acteurs qui sont dans les CHU. Et parmi ces acteurs, les médecins, donc, qui ont touché, d'une manière ou d'une autre, parfois en nature, parfois en numéraire, 92 millions d'euros. Alors, justement, à quoi correspondent ces millions d'euros qui sont versés donc, à ces médecins de l'assistance publique ? Alors, quand on interroge les laboratoires, bien sûr, ils mettent en avant la recherche clinique, cette sacro-sainte recherche que tous les pays veulent s'arracher pour que les patients de ces pays puissent bénéficier au plus vite des innovations. Et pour ça, les laboratoires passent par les hôpitaux, rémunèrent ces hôpitaux pour mettre à disposition les équipements, les locaux, etc. Ça, c'est ce que répondent les laboratoires. Voilà, c'est ce que disent les laboratoires. Après, quand on fouille, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de repas. Alors, c'est anecdotique, 25 euros, 30 euros, mais enfin, quand ça se chiffre en dizaines de milliers, ça pose question. Il y a beaucoup de contributions aussi pour aider les médecins à aller dans les congrès internationaux. C'est nécessaire pour eux, parfois c'est même nécessaire pour leur diplôme, c'est nécessaire pour leurs connaissances, au bénéfice de leurs patients. Bien sûr, tout ça, on est d'accord. Mais la question, c'est est-ce que c'est au laboratoire de financer les déplacements des médecins à l'autre bout du monde pour participer à un laboratoire? Et quelle indépendance va-t-il préserver en ayant de tels liens de proximité avec des labos et souvent des liens répétés? Parce que nous, on s'est penché sur 2018, mais on a regardé les années précédentes, dans 2019, les pratiques sont les mêmes d'une année sur l'autre. Un tiers de la totalité des avantages versés a été versé aux hôpitaux de Paris. Vous avez fait un éclairage là-dessus dans votre journal, à la PHP. Est-ce que vous avez pu voir à qui ça profite le plus, qui sont les plus gros bénéficiaires de cette générosité, de cette largesse de la part des laboratoires pharmaceutiques ? Oui, il y a des professions qui sont plutôt ciblées. Vous avez les cardiologues, vous avez les chirurgiens spécialistes de la prothèse, notamment, qui sont déjà 4 sur 10 dans le top 10 qu'on a fait, alors qu'il y a une soixantaine de spécialités à l'assistance publique hôpitaux de Paris. On peut se demander pourquoi ces spécialités. Pourquoi, oui. Est-ce que justement, ce ne sont pas des prescripteurs intéressants? Quand on décide de poser une prothèse, c'est quand même le chirurgien qui va choisir la marque de la prothèse et le patient n'y connaissant rien va s'en remettre à son chirurgien. Et donc, si vous posez plusieurs centaines de prothèses par an, c'est toujours intéressant pour un laboratoire, par exemple, d'approcher ce chirurgien, de lui faire comprendre par diverses manières, et peut-être même quelques cadeaux au passage parfois, que leur prothèse est la meilleure. Si l'on prend les médecins les mieux rémunérés par les labos, sans forcément donner de nom, hein, mais en gros, combien touchent-ils et pour quel type d'action? Est-ce que vous le savez, on en a trouvé, en gros, donc à l'assistance publique hôpitaux de Paris, une dizaine qui touchent un peu plus de 100 000 euros par an. Par an, oui, c'est ça, pardonnez-moi. Il y en a un qui est un peu particulier parce que lui, c'est des royalties, il a mis au point une technologie, on n'en parlera pas. Par contre, il y a un hématologue qui est le numéro 2 dans notre classement et qui lui a touché 250 000 euros en 2018. Et il le reconnaît, il ne conteste pas, il dit ça rémunère ma participation à des congrès nationaux, internationaux qui a été financé par des laboratoires. Ça rémunérait des conseils que je peux donner, du coaching, de la formation, la participation à ce qu'ils appellent des boards d'experts, c'est-à-dire des experts qui se réunissent pour dire mais quelle est la meilleure molécule ou comment rendre la molécule encore meilleure, etc. Tout ça, mais on se dit quand même, au bout du compte, 250 000 euros, c'est juste 3 à 4 fois le salaire d'un professeur d'université à l'hôpital.
l'hôpital, qui doit du temps de travail à l'hôpital. Hein. Alors, ils n'ont pas un temps de travail réglementaire, les Vous professeurs. sous-entendez à quel moment travaille-t-il ? Disons, on peut se poser la question, pour qui travaille-t-il le plus, alors que normalement, c'est un emploi, entre guillemets, accessoire. Alors, justement, à quel moment débute le conflit d'intérêts ? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, le problème, c'est que normalement, légalement, les choses sont un petit peu cadrées. C'est-à-dire que quand vous contribuez, vous apportez une contribution à un laboratoire en termes de conseils, d'intervention dans un congrès, etc., vous devez demander l'autorisation à une commission de votre hôpital. Et cette commission étudie le dossier, vous dit oui, vous dit non. Et certaines commissions ont fixé des plafonds de rémunération, ce qui est plutôt bien. D'autres non. Et ça pose problème déjà. Le fait qu'on voit bien que selon que vous êtes à l'hôpital X ou Y, vous allez pouvoir gagner plus ou moins. Et puis, je pense qu'il faut rester raisonnable et que sans plafond, on ne peut pas parler de raison. Alors, comment savoir si mon médecin ou mon chirurgien a des liens avec les labos ? J'imagine beaucoup qui nous regardent se disent mais moi, comment est-ce que je sais si finalement ce qu'on m'a prescrit ou l'opération qu'on m'a conseillée, elle est tout à fait objective ? Alors, juste une petite parenthèse, si vous permettez, j'aimerais éclairer, c'est que les associations aussi sont sous influence. Les associations de patients, par exemple, on en parle très peu. C'est pire. Voilà, alors vous avez des laboratoires comme Novartis qui a donné 30 000 € à l'association pour les ADMLA, contre le psoriasisme. Vous avez les sociétés savantes qui sont financées aussi par les laboratoires. La Société française de dermatologie qui a touché 100 000 € au début d'année 2019 par le laboratoire MSD. Est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces liens au moment où il va falloir défendre les intérêts des patients ? On peut se poser la question. Oui. Pour revenir donc à votre question... Mais d'ailleurs, les patients aussi peuvent être concernés. Effectivement, comment est-ce qu'on sait ? Eh bien donc, on va normalement sur le site transparence.gouv.fr. D'accord. Et là, donc on a accès, on rentre soit par les fabricants, soit par les bénéficiaires. On rentre le nom du bénéficiaire. C'est un tout petit peu compliqué. Oui. Et puis surtout, la base, elle a des gros problèmes. Nous, on a écarté 16 millions d'euros, par exemple, qu'on a aspiré et qu'on n'a pas su véritablement affecter de manière certaine. Donc c'est pour vous dire que, comme c'est déclaratif, il y a des erreurs, il y a des sommes qui manquent, parfois. On n'a pas accès aux conventions, parce que sur chaque fiche de chaque médecin qui a touché quelque chose, il y a normalement une justification. Alors on va vous dire transport. Parfois, il y a des transports qui sont chers, 6 500 € pour un transport. Je ne sais pas où on les emmène, mais enfin, on doit les emmener loin. Est-ce que tout ça n'est pas davantage réglementé ? On se pose la question quand même, que dit la loi ? Parce que vous parliez de la nécessité, par exemple, de plafonner les financements. Est-ce que tout ça n'est pas inscrit ? Malheureusement pas. Et donc justement, on a posé la question à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. On lui a même posé une dizaine de questions. Et je ne sais pas si elle a pris la mesure du problème, parce que c'est un vrai problème quand même. Ce n'est pas pour rien que les laboratoires investissent 170 millions d'euros. On ne nous le dira pas comme ça. Irène Frachon l'a redit dans nos colonnes de tous nos journaux. Il y a un problème avec ces sommes qui sont dépensées. Elle dit que les médecins sont nourris dès le berceau par les laboratoires pharmaceutiques. C'est pas faux, puisque quand ils sont étudiants, les médecins sont déjà aidés d'une manière ou d'une autre par les labos. On leur paye aussi quand ils sont internes, c'est-à-dire pas complètement à la fin de leurs études, mais presque. On leur paye des participations à des congrès parce que c'est vital pour eux aussi. Donc si le patient va sur ces sites-là, il verra ce qu'a touché son médecin. Mais en même temps, c'est une information qu'il ne faut pas prendre comme ça, pour argent comptant, parce que parfois, c'est légitime. Parfois, tout est dans l'abus, en fait. Alors, c'est comme partout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter plus efficacement ? Dernière question, rapidement. Par exemple, c'est une question qu'on avait posée à la ministre de la Santé. En termes de formation des médecins, mais des formations de haut niveau, il faudrait un fonds national qui permet de contribuer au financement des voyages. Déjà ça serait pas mal. Et puis fixer des plafonds de rémunération. Et peut-être même des plafonds de temps de travail. Parce que ça aussi, ça pose problème. Eh bien, merci. Merci Daniel Rosenweg d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Parisien, chargé de l'économie de la santé, qu'on peut retrouver votre enquête, entre autres, sur leparisien.fr. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la réforme des retraites. 40e jour de grève. Malgré un essoufflement, les syndicats restent mobilisés. Après la décision d'Édouard Philippe de retirer provisoirement l'âge pivot, un compromis entre les syndicats et le patronat est-il possible ? Quelles sont les prochaines étapes dans les négociations ? Un retour à la normale dans les transports est-il également possible dans les jours qui viennent ? Les réponses tout de suite. Bonne émission à vous.